Alors voilà, nous allons reprendre. Merci d'être si disciplinés. Vous étiez pour certains assis bien avant la reprise, c'est parfait. Alors peut-être parce que j'ai été un peu vite en fin de compte, en fin de matinée, j'aimerais tout particulièrement remercier Catherine Thévenot pour sa présentation que j'ai trouvée très stimulante, très intéressante et alors aussi très agréable, et je pense que le sentiment est amplement partagé. Donc voilà, il me reste à saluer la bienvenue à Madame Bérangère Guyéry, qui nous vient de l'université de Caen, en Normandie. Elle est neuropsychologue, elle est maître de conférences à l'école des hautes études et membre de l'unité INSERM. Alors, Madame Guyéry s'intéresse au développement typique et atypique de la mémoire chez l'enfant et l'adolescent en utilisant une approche intégrative associant tant les sciences cognitives, sciences cognitives, les neurosciences et la psychologie. À vous. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous sur la thématique de... Oui, je remonte un peu. Sur la thématique de la mémoire, du développement de la mémoire. Et puis, merci pour ce lapsus, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment important de replacer aussi la neuropsychologie dans un contexte très pluridisciplinaire et les sciences de l'éducation y compris. Alors, justement, la neuropsychologie, vous savez qu'elle fait le lien, c'est une discipline qui fait le lien entre le cerveau et la cognition dans un contexte pathologique, mais ce contexte aussi pathologique nous informe sur le fonctionnement dit typique. Alors, c'est une petite... c'est un vocabulaire que j'utilise habituellement, typique et atypique. C'est un petit biais qui est dû en fait aux travaux qu'on réalise chez l'enfant avec autisme notamment, mais là aussi pour parler finalement de trajectoire développementale, on va dire plutôt ordinaire, mais on va voir qu'il existe une grande variabilité interindividuelle, ordinaire par opposition finalement à pathologique ou atypique, où là, effectivement, on peut avoir, même parfois, si je reprends dans l'exemple de l'autisme, parfois des pics d'habileté particuliers. Donc, typique, atypique, je reparlerai plutôt de... j'utiliserai ces termes-là. Alors, la neuropsychologie, finalement, elle est très proche, et elle fait partie des neurosciences cognitives. Elle s'intéresse à la pathologie, mais elle ne peut pas être comprise en dehors de toutes ces disciplines. À savoir donc la neurologie, neuroanatomie, neurohistologie, on n'en parlera pas aujourd'hui, l'expérimentation animale, mais la psychologie expérimentale, cognitive, linguistique, l'intelligence artificielle, et je pourrais en mettre davantage. Donc en fait, cette neuropsychologie, elle se base sur une approche intégrative. Elle ne se substitue pas aux linguistes, elle ne se substitue pas aux neurologues, mais en fait, elle apprend à écouter, à intégrer pour essayer de comprendre le fonctionnement typique et atypique de l'enfant. Donc, on ne peut pas travailler finalement en dehors de ces différents champs disciplinaires, et c'est une approche, on va dire, transdisciplinaire. Alors, vous allez me dire que je chipote sur le terme pluridisciplinaire, transdisciplinaire, mais l'idée, c'est que l'approche d'une discipline va nourrir la réflexion d'une autre discipline sur un même phénomène, et non pas une espèce de puzzle dont on assemblerait les pièces et qui, au bout du compte, finalement, aurait peu de liens. Alors, j'utilise effectivement les différentes techniques que Natacha vous a présentées ce matin. Alors, j'ai une grande chance, j'avouerai aujourd'hui, c'est que mes collègues, donc Natacha et Catherine, ont présenté déjà de nombreux concepts sur lesquels je vais m'appuyer. Donc finalement, je ne vais faire que consolider les informations que vous avez déjà reçues ce matin. Je vais en ajouter quelques-unes pour renvoyer finalement à ce qu'on peut comprendre sous le terme d'enseignement ou d'apprentissage spiralaire. Donc on part de certains concepts et on va les enrichir donc, au fur et à mesure. Donc ces différentes techniques d'imagerie qui nous permettent vraiment de comprendre les liens entre fonctionnement cognitif et fonctionnement cérébral.
Alors, je vais aller très rapidement sur ce fonctionnement cérébral et sur ce développement ou cette maturation cérébrale, parce qu'il y a un point qui est extrêmement important que Natacha a rappelé ce matin, c'est que le cerveau ne se développe pas de manière homogène. Et clairement, Natacha parlait de gradient postéro-antérieur. Eh bien, on va retrouver ici donc un développement, donc une maturation. Ici, vous avez ce phénomène de maturation qui est en bleu, qui va concerner la substance grise, donc qui comprend essentiellement les corps cellulaires et les contacts synaptiques hein, de nos neurones. Donc cette substance grise qui va commencer sa maturation ici, dans des aires finalement assez primaires, la motricité, somesthésie, et puis progressivement qui va coiffer l'ensemble du cerveau. Vous voyez que le bleu finalement s'étend de plus en plus pour autour d'une vingtaine d'années, mais bien plus encore. On parlera effectivement de 25-30 ans pour certaines régions et même certaines compétences, donc être finalement complètement mature. Donc ça veut dire que ce cerveau, et là Natacha, mais aussi Catherine en ont parlé ce matin, ce cerveau, en fait, ce développement assez hétérogène de ce cerveau, de ces différentes régions cérébrales, va avoir un impact sur le développement cognitif et en ce qui me concerne, le développement de la mémoire. Et puis, au-delà, en fait, des généralités qu'on peut observer donc, chez tous les enfants, donc ce phénomène donc, postéro-antérieur, avec ces régions préfrontales qui seraient matures finalement en dernier. Alors là aussi, c'est une discussion qu'on pourrait avoir. Mais globalement, ces régions frontales qui sont matures en dernier, eh bien, il existe aussi une variabilité interindividuelle. Et cette variabilité interindividuelle, j'ai voulu la représenter ici, dans une petite région. Donc là, vous avez toujours mon cerveau, le vôtre également, avec cette partie antérieure qui est ici, la partie postérieure. Et puis à l'intérieur, vous avez une partie du cortex qui est enroulée sur lui-même et qui s'appelle donc l'hippocampe. Et là aussi, vous en avez entendu parler ce matin. Natacha en a bien l'a évoqué à différentes reprises. Et c'est une structure qui est extrêmement importante dans le fonctionnement de la mémoire. Et lorsque vous regardez ce type de résultat, en fait, on peut dissocier différentes parties dans cette structure. Là, vous avez donc une autre représentation, donc plutôt du même type que ce que je vous ai montré là. Donc, on peut dissocier différentes parties. Et lorsqu'on regarde l'évolution de ces parties avec l'âge, on voit qu'il y a une importante variabilité. Ici, donc, vous avez ces parties représentées à droite, et puis vous avez des groupes d'enfants jusqu'à l'âge adulte. Et puis vous avez en rouge les enfants pour lesquels le volume augmente dans cette région. Alors attendez, diminue, pardon, en rouge, le volume diminue, et en vert, pour lesquels le volume augmente. Et ce qu'on peut voir, sans être neurologue, là encore, c'est que dans tous les groupes d'âge, vous voyez clairement que pour certains enfants, le volume augmente, pour d'autres, le volume diminue. Donc ce qui traduit effectivement une variabilité qui est très importante et qui est observable à la fois dans d'autres régions, mais aussi dans les comportements au quotidien et finalement variabilité auxquelles vous faites face dans les apprentissages. Alors cette variabilité, en fait, elle résulte de différents facteurs. Et là, je ne vais pas forcément les reprendre, mais on peut avoir une discussion autour de ça. Cet enfant que vous placez ici au milieu, eh bien, il va être influencé par sa famille, donc le milieu familial, mais au-delà de ça aussi les aspects plutôt génétiques et épigénétiques, le rapport avec l'environnement ou l'impact de l'environnement sur l'expression génétique. Et puis au-delà de ça, il est aussi il doit être appréhendé dans une société, avec sa culture elle-même. Et on en parlait tout à l'heure avec la lecture et le sens de lecture, donc, qui va avoir un impact sur l'appréhension du nombre. Eh bien, on a vu aussi que chez les Palestiniens, on avait cette lecture, cet effet qui était inversé. Donc, on ne peut pas nier tous ces facteurs. Et
Autour, donc, vont intervenir d'autres facteurs tels que le stress, le sommeil, qui va être extrêmement important pour consolider les informations, le statut socio-économique, les interactions sociales, parce qu'on se construit en interaction avec l'autre, on partage avec l'autre, y compris la mémoire, et vous allez entendre de plus en plus le terme de mémoire partagée ou de souvenir co-construit. Donc on partage, alors avec les réseaux sociaux d'autant plus. Et puis la communication, le langage, l'attachement, on en a parlé. En fait, vous voyez que ces différents facteurs, finalement, on les a déjà mentionnés. Alors, quelles conséquences sur le développement de la mémoire? Déjà, quand on parle de mémoire, on va comprendre la mémoire dans un contexte social. Nous sommes des individus sociaux et je voulais juste l'illustrer aujourd'hui avec cette photo qui a été prise au début des années 2000 qui, en fait, vous allez reconnaître peut-être pour certains, sur laquelle figure Handel Tolvie, qui est un des auteurs les plus connus, en tout cas dans le domaine de la mémoire. Vous avez Francis Eustache, Béatrice Desgranges, et puis un collègue qui est ici, et qui est neurologue, qui est Fausto Viader. Donc déjà, ça illustre cette pluridisciplinarité. Et puis au-delà de ça, vous allez voir que sans doute que cette conversation a participé à l'émergence de certains modèles. La mémoire, en fait, on peut la décliner de manière très schématiquement, mais là encore, je pense que maintenant vous êtes largement au fait de tout ça. Donc mémoire de travail ou mémoire à court terme, là aussi on peut en discuter par rapport aux modèles sous-jacents sur lesquels s'appuie. Et puis mémoire à long terme. Alors peut-être qu'on n'a pas énormément parlé d'un concept qui est le concept de fonction exécutive. À cette mémoire de travail, on peut y associer ce qu'on appelle des fonctions supérieures de haut niveau qui nous permettent, en fait, on a parlé d'inhibition, notamment avec Natacha ce matin, et qui nous permettent de nous adapter, d'aller dépasser nos routines. Donc, par exemple, si vous rentrez chez vous et vous avez l'habitude, en fait, d'allumer la lumière, le fait de sentir une odeur de gaz, par exemple, vous allez tout de suite réprimer votre première intention qui est cette routine d'allumer la lumière et éviter d'allumer la lumière, etc. Donc, dans notre quotidien, on a tout un panel de fonctions que je vais reprendre un petit peu parce que ces fonctions sont impliquées dans les stratégies de mémorisation. Et ces fonctions, dites de haut niveau, exécutives, eh bien, elles vont se développer très tard chez l'enfant et l'adolescent, et ce qui va en partie expliquer pourquoi ces stratégies évoluent également, stratégies de mémorisation. Mais là, je vais y revenir tout de suite. Et puis, mémoire de travail, on oppose là aussi classiquement mémoire à long terme. Et alors, Catherine aussi en a parlé largement. Mémoire à long terme, et on va voir que finalement, il n'y a pas une mémoire à long terme, mais on pourrait décliner différentes mémoires à long terme. Les deux, évidemment, fonctionnant de concert. Après, il est clair que ma formation de neuropsychologue, donc le fait de travailler avec des patients, donc, a mis en évidence en fait des dissociations. C'est-à-dire que chez certains patients, on peut avoir effectivement une perturbation plutôt focalisée sur la mémoire de travail et puis une préservation de la mémoire à long terme. L'inverse est plus rare, mais là aussi on pourrait en discuter. Donc ces dissociations, en fait, elles sont à l'origine de nombreux modèles de mémoire. Donc vous voyez comment finalement l'étude de patients vient nous renseigner sur le fonctionnement ordinaire, typique de la mémoire. Et donc sur ces dernières années, je me suis arrêtée en 2008, mais ces modèles ont continué à évoluer. Eh bien, sur ces dernières années, donc dès les années 70, on dissociait au sein de la mémoire à long terme la mémoire des épisodes de la mémoire des connaissances. Donc mémoire épisodique, mémoire sémantique. Je vais revenir dessus. Et puis on a insisté aussi sur d'autres mémoires, des formes différentes. Donc la mémoire procédurale, on en a clairement parlé ce matin. C'est pour ça que
je vous remercie sincèrement d'avoir abordé tous ces concepts. Donc, mémoire procédurale et puis mémoire déclarative. Donc, ce qu'on va pouvoir déclarer, donc accessible à la conscience, et ce qu'on va pouvoir produire. Et puis, il y a les formes, des expressions différentes, plutôt que des systèmes véritablement. Il y a les mémoires plutôt qui vont, enfin, des formes de mémoire qui vont s'exprimer de manière automatique, implicite, et ça, je vais en reparler. Et puis, finalement, assez en lien avec la mémoire déclarative, des formes plutôt explicites. Donc là aussi, des connaissances ou des informations qui seront accessibles à la conscience. Et donc, dans les années 80, on a d'autres modèles. Hein, je vous ai donné un exemple, notamment celui de le modèle de mémoire de travail qui a été proposé par Alan Baddeley. Puis on va continuer comme ça. Dans les années 90, il y a un modèle, notamment donc celui de Handel Tulving, qui essaie de rassembler l'ensemble de ces systèmes de mémoire dans un même modèle. Et puis on va continuer, ces modèles vont s'enrichir de composantes, le buffer épisodique en 2000. Alors là aussi, on pourrait en discuter parce que finalement c'est une verrue qu'on y ajoute, mais les autres modèles de mémoire de travail peuvent aussi expliquer finalement ce même phénomène. Et puis le modèle sur lequel je vais me reposer davantage, qui est le modèle Mnesis, et qui a été finalement proposé tenant compte des apports des neurosciences cognitives, et puis à la fois donc, dans le fonctionnement typique et dans la pathologie. Donc dans les années 2008. Donc ce modèle qui est proposé par Francis Eustache et puis Béatrice Desgranges. Alors, juste un mot pour vous dire que parallèlement à ces différents modèles plutôt comportementaux, eh bien, on a des modèles, cette fois-ci plutôt basés sur des données fonctionnelles et structurales, donc du cerveau, qui ont émergé depuis les années 94, et puis je pourrais en ajouter là encore jusqu'en 2019 aujourd'hui. Donc ces modèles se sont enrichis finalement de substrats cérébraux, et de moins en moins en boîte et flèche. Par exemple, ça s'allume, donc c'est en lien, c'est le substrat de la mémoire de travail. Cette région, l'hippocampe uniquement, ça va être le substrat de la mémoire épisodique. Alors effectivement, chez un patient qui a une lésion importante de l'hippocampe, vous allez voir des troubles importants de la mémoire épisodique. Mais la mémoire des épisodes, la mémoire de nos souvenirs, elle ne se réduit pas à l'hippocampe. Elle est basée sur un réseau beaucoup plus large, et contrairement à ce qu'on pense, on utilise notre cerveau dans son intégralité. Et j'espère qu'à la fin de cette intervention, vous aurez finalement toutes les informations pour justifier en fait ce lien cerveau et cognition. Alors, au-delà des systèmes de mémoire et des formes d'expression de la mémoire, eh bien, on retrouve les mêmes étapes. Donc, lorsqu'on forme un souvenir, lorsqu'on forme une connaissance, on a besoin donc d'encoder l'information, on a besoin de la consolider, et puis on a besoin aussi de la récupérer. Alors, en psychologie expérimentale, on peut travailler sur ces différentes étapes, l'encodage, la consolidation et la récupération. Quels vont être finalement les mécanismes qui vont être importants? D'emblée, les processus perceptifs, auditifs, visuels, attentionnels. Est-ce que l'information, et tout ça on en a encore parlé ce matin, va être mémorisée de manière incidente? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On ne se dit pas il faut absolument que je retienne cette information pour la rappeler demain matin au petit déjeuner. Il faut absolument que je retienne qu'aujourd'hui j'ai fait des courses pour que demain je m'en rappelle. On mémorise en fait, on encode, on construit de nouveaux souvenirs de manière tout à fait incidente. Par contre,
dans un contexte d'apprentissage, effectivement, on demande souvent aux enfants de porter attention, de retenir l'information. Donc là, ça va être beaucoup plus intentionnel. Et puis, lors de l'encodage, la plupart du temps, on va manipuler l'information. On n'est pas totalement passif, on va manipuler cette information avant de finalement la stocker dans notre mémoire. Donc ces différentes manipulations et processus cognitifs vont aussi avoir un effet direct sur la récupération. Je m'explique. Si vous travaillez, lors de l'encodage, si vous proposez, par exemple, de mémoriser on va dire une leçon d'histoire, dans un certain contexte, vous allez proposer un support particulier, même, pourquoi pas, des phrases à trous, etc. Et que lors de la récupération, vous reproposez les mêmes indices, le même contexte, vous allez améliorer la récupération de l'information. Donc ça a été montré dès les années 70. En fait, le contexte d'encodage, les manipulations que vous faites lors de l'encodage, si vous les reproposez au moment de la récupération, vous améliorez l'accès en mémoire. Et cet accès en mémoire, il peut être, là encore, de manière totalement automatique, là on va le voir, implicite. Il peut être plutôt contrôlé. Donc, rappelez-moi cette leçon d'histoire avec des supports, ce dont on vient de parler, et puis même une reconnaissance. Est-ce que cette information fait partie de la leçon ou pas? Donc, vous avez aussi plusieurs supports à proposer au moment de la récupération. Et le fait, en fait, d'encoder puis de récupérer, eh bien, en soi, cet épisode de récupération, il va constituer un nouvel épisode d'encodage. Lorsque vous demandez à des enfants de rappeler une leçon d'histoire, de retravailler, de rappeler les phrases, même des phrases à trous, eh bien, finalement, l'enfant réencode. Et c'est ce qui fait que la répétition est plutôt bénéfique et qu'à long terme, ça va créer une trace, une connaissance qui va finalement perdre tout le contexte qui était initialement associé. Prenez l'exemple de connaissances générales comme Paris est la capitale de la France. Est-ce que vous êtes capable de revenir en arrière et de me dire la première fois que vous avez entendu cette information, la première fois que vous l'avez apprise? Vous voyez bien que le fait de la répéter, en fait, va effacer les différents éléments contextuels qui étaient associés. Et donc, encodage-récupération, c'est quelque chose qui est qui finalement est presque le support des apprentissages. Et puis c'est même le support de certaines thérapies et qu'on utilise notamment dans un contexte tel que des souvenirs traumatiques, donc dans le stress post-traumatique, où on va en fait reprendre le souvenir, le retravailler pour essayer de limiter toutes les émotions et les perceptions traumatiques qui pourraient être associées, dans un contexte beaucoup plus contrôlé. Donc ce phénomène, encodage-récupération, c'est aussi ce qu'on retrouve sous le terme de reconsolidation. Ça va permettre de retravailler l'information et de consolider l'information, d'y associer peut-être des éléments supplémentaires, enrichir la trace, etc. Et alors pour pouvoir encoder et restituer, je pense que là vous l'avez bien compris, eh bien la plupart du temps, donc, il va falloir mobiliser la mémoire de travail et les fonctions exécutives. Si je vous demande donc de réaliser, par exemple, je vous donne un vocabulaire, je vous demande de réaliser des phrases sur ce vocabulaire pour essayer de retenir davantage chaque mot, vous allez devoir manipuler l'information dans votre mémoire de travail, aller rechercher vos connaissances, l'associer avec ce mot, et puis pour l'encoder plus profondément. Donc cette mémoire de travail, eh bien, elle va être très sollicitée dans les opérations d'encodage en mémoire à long terme et de récupération. Et c'est pour ça qu'on la retrouve
par exemple, dans ce modèle, Mnésis, au cœur du modèle. Alors là, vous inquiétez pas. En fait, ça reprend tous les systèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on va revoir ensemble, en fait, à quoi ça fait référence. Mais vous en connaissez déjà de nombreux. Alors, on retrouve cette mémoire de travail ici, avec le parti pris de proposer donc, le modèle de Baddeley, que certains d'entre vous peut-être connaissent, l'idée qu'il existerait plutôt des modules spécialisés dans le traitement verbal, visio-spatial, multimodal, mais que, en tout cas, cette mémoire de travail, vous voyez qu'elle est impliquée dans le fonctionnement de tous les autres systèmes. Et ces systèmes dits de mémoire, donc, à long terme. Alors, cette mémoire de travail, vous voyez son importance dans les apprentissages, dans ce qu'on appelle plutôt la cognition dite froide, donc tout ce qui renvoie davantage au raisonnement, donc la compréhension de l'écrit et de l'oral, la réalisation de suites d'actions, de consignes, la compréhension de consignes d'exercice. Dans les mathématiques, alors là, vous avez eu une démonstration plutôt brillante ce matin, la manipulation mentale, la résolution de problèmes, géométrie, etc. etc. Donc, au quotidien, dans les activités d'apprentissage. Et puis, au-delà de ça, cette mémoire de travail, elle est aussi impliquée dans le versant plutôt chaud de notre cognition et la régulation des émotions. Donc, la prise de décision affective, par exemple, mais la cognition sociale, donc dans nos rapports avec l'autre. Vous n'imaginez pas la complexité de la compréhension du message non verbal qu'on perçoit quand on discute avec quelqu'un. Il faut pouvoir intégrer ou associer les différents éléments, le fait que vous froncez les sourcils par exemple, les bras croisés, regardez votre cahier. Donc tout ça, ça me permet de comprendre votre état mental à un moment donné. Et là encore, dans certaines pathologies, telles que l'autisme, eh bien, ça pose un problème. Donc, attribuer, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, attribuer des états mentaux à d'autres. Comprendre ses propres états mentaux, mais aussi attribuer des états mentaux à autrui. Donc, vous voyez que cette mémoire de travail, elle est très impliquée. Et donc, son développement va conditionner finalement nombreux processus ou stratégies que vous allez pouvoir utiliser lors des apprentissages. Très brièvement, comment elle va se développer? Alors, même si dans la première année, en fait, on observe déjà des bribes de mémoire de travail et également dissocier l'inhibition, ça aussi on pourrait en reparler, eh bien globalement, cette mémoire de travail, ce sont des modèles plutôt unitaires jusqu'à 5 ans, c'est-à-dire que ces différentes fonctions restent encore indifférenciées jusqu'à autour de 3-5 ans, et puis progressivement vont se différencier ces fonctions exécutives supérieures, la flexibilité mentale, pouvoir passer d'une information à une autre, à ce que dit votre voisin et à ce que je dis, la planification, donc de pouvoir organiser donc, une suite d'actions pour répondre à un but, et d'autres, la mise à jour, d'autres fonctions encore. Donc vous voyez que cet âge, finalement, 3-5 ans, c'est un âge clé à partir duquel, en fait, vont se différencier ces différentes compétences exécutives. Mais ça va continuer encore, j'aurais pu ajouter quelques années, et là on va voir effectivement bien spécifique la mise à jour, donc le fait de mettre à jour en mémoire l'information, donc oublier ce qu'on vient d'entendre un peu plus tôt, pour pouvoir intégrer ces nouvelles informations. C'est ce que disait Catherine ce matin, la mémoire de travail, elle est limitée en nombre d'informations qu'on peut maintenir et puis limitée en temps. Donc cette mise à jour, elle est quand même indispensable si on veut réaliser un traitement un peu online. Et donc ça va continuer comme ça tout au long de l'enfance et de l'adolescence, avec des capacités, là faites-moi confiance, avec des capacités de manipulation qui vont encore évoluer jusqu'à la fin de l'adolescence.
Donc manipulation, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure avec les mécanismes d'encodage et de récupération. Vous voyez bien que lors de cette période d'adolescence, eh bien, les stratégies vont vraiment continuer à évoluer. Alors, comment on peut faire face, pour le coup, à toutes ces difficultés qu'on peut retrouver, que ce soit dans les classes, mais aussi au quotidien. Lorsqu'on entend, par exemple, il a des difficultés de concentration, il a des difficultés pour retenir la consigne, il fait pas mal de fautes, d'étourderies, difficulté à manipuler les informations, à changer de consigne, à estimer le temps nécessaire pour réaliser l'exercice, ou encore il est très impulsif. Et bien tout ça, ça renvoie effectivement à de la mémoire de travail et aux fonctions exécutives. Alors, pour le coup, qu'est-ce qu'on va proposer en fait chez des enfants qui ont des difficultés de mémoire de travail? Eh bien finalement, des aménagements que vous connaissez déjà, à savoir fractionner les consignes en limitant le nombre d'informations que vous allez fournir et en pointant les informations qui sont importantes. Fractionner les étapes de traitement, apporter des supports dans la réalisation de l'exercice. Et puis, le premier, finalement, c'est tenir compte du développement de la mémoire de travail dans l'utilisation des stratégies, dans les consignes que vous allez proposer. Évidemment, vous savez tous qu'une consigne à rallonge, chez les plus jeunes, pose un problème. Et là encore, ce n'est pas parce que les enfants vont utiliser une stratégie pertinente qu'elle va être efficace. Parce que cette stratégie, elle peut être encore inadaptée au développement et saturer finalement cette mémoire de travail et ne pas pouvoir l'utiliser. Et ces stratégies seront liées au développement des fonctions exécutives. Alors cette mémoire de travail, elle est centrale dans les modèles de mémoire et puis elle interagit notamment avec la mémoire procédurale. Cette mémoire qui va se traduire dans l'action, qui va s'exprimer dans l'action. Classiquement, conduire une voiture, faire du ski, faire du vélo. Donc ce sont des procédures finalement qu'on a acquises plus ou moins tôt en l'occurrence et qui sont automatiques. On n'y réfléchit plus finalement et c'est ce qui permet en l'occurrence, mais d'autres phénomènes aussi, de se dégager un peu d'attention pour discuter avec notre voisin quand on est en voiture. Alors cette mémoire procédurale, dès les années 80, elle a été définie de la manière suivante. Donc elle est inaccessible à la conscience, elle permet l'acquisition d'habiletés motrices, verbales et cognitives. Et c'est ce qu'on va voir. La lecture est également une habileté finalement procédurale. Elle a été mise en évidence, y compris dans la pathologie, et chez un patient amnésique chez qui on a montré qu'il était capable d'acquérir cette procédure, c'est-à-dire dessiner ici une étoile qui est présentée dans un miroir, et on doit reproduire, donc suivre les différentes branches de l'étoile en essayant d'être le plus rapide possible et sans faire de faute, c'est-à-dire sans dévier donc, des branches. Et vous voyez qu'au début, donc, ce patient faisait des fautes, mais avec la pratique, eh bien, le nombre de fautes a diminué. Ici, vous avez le jour 2 d'entraînement pour ici avoir quasiment aucune faute, malgré le fait qu'il était amnésique. Alors, procédure dite perceptivo-motrice, mais procédure aussi perceptivo-verbale, comme ici, vous avez une tâche de lecture en miroir. Et effectivement, plus vous allez pratiquer cette tâche, et plus vous allez automatiser la procédure, donc moins d'erreurs, plus rapide, et vous serez capable donc de lire, cette fois-ci, ces mots en miroir. Et puis, dernier type de procédure, des procédures dites cognitives, donc qui sont plus proches du raisonnement. Et là, cette tâche de la tour de Hanoï, elle consiste en fait à refaire la pyramide que vous avez sur une tige en respectant de règles, ne déplacer qu'un seul palais à la fois, et puis ne jamais mettre un plus grand sur un plus petit.
Donc en fonction du nombre de palais, ben, la difficulté va être différente. Et ce qu'on observe, c'est qu'au début, on fait des erreurs, on tâtonne, on est lent. Et là, de nouveau, plus on va s'entraîner, moins on va faire d'erreurs, moins on va tâtonner, plus on sera rapide. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'effectivement c'est entièrement automatique, entièrement procédural? Est-ce que l'acquisition est entièrement automatique? Est-ce que quand vous avez appris à conduire une voiture, c'était d'emblée automatique? Vous, je ne sais pas, moi c'est sûr que non. Et effectivement, alors ce type de procédure a été modélisé par différents collègues, dont Hélène Beaunieu en 2009, à partir de théories existantes, mais elle a repris la tour de Hanoï. Elle a montré que l'acquisition de la procédure, vous avez ici le nombre d'erreurs, enfin le temps. L'acquisition de la procédure faisait intervenir d'autres systèmes de mémoire. La mémoire épisodique, la mémoire de travail, il y a d'autres compétences aussi, il y a des connaissances générales. Et puis finalement, ce n'est, vous voyez, qu'à la fin de l'entraînement que vraiment on peut parler de mémoire procédurale. Et là, d'automatisme. Mais l'acquisition en elle-même, elle est quand même très, finalement, déclarative. Alors, cette mémoire procédurale, elle interagit avec la mémoire de travail, on l'a vu, et puis elle va aussi interagir avec d'autres systèmes de mémoire qu'on appelle des systèmes de représentation. Donc là, on n'est plus vraiment dans l'inscription finalement dans le corps, même si là aussi on pourra en discuter, le corps y participe, hein, mais on est plus dans la manipulation mentale de représentation. Et pour commencer, en fait, des représentations dites perceptives. Donc, notre quotidien comprend tout un tas d'informations sensorielles, perceptives, que nous stockons à notre insu. Alors, pas l'ensemble, je vous rassure quand même, mais en tout cas de nombreuses informations que nous stockons ou nous encodons de manière un peu plus automatique. Et on va faire un petit exercice. Je vais vous demander, en fait, de me donner l'orientation de ces différents dessins. Donc, en l'occurrence, là, le fauteuil. Donc, si c'est plutôt inversé ou en normal. Donc, présentation inversée ou normale. Donc, le fauteuil plutôt inversé, normal pour ce qui est de la locomotive, et puis inversé pour l'avion. Et puis maintenant, je vais vous présenter d'autres informations, en fait, des dessins qui sont dégradés. Et je vais vous demander d'essayer d'identifier chaque dessin. Celui-là, par exemple. Est-ce que vous avez une idée? Toutes les réponses sont bonnes. La locomotive. Et en fait, vous avez tout à fait raison, parce que vous voyez que quand le dessin est de moins en moins dégradé, on arrive donc à la locomotive. Un autre dessin, celui-là. Non? Qu'est-ce que ça représente? Toujours pas? Un éléphant. Donc vous voyez en fait que le fait de vous avoir présenté ces dessins au préalable, non la locomotive, a créé finalement une trace dans votre mémoire qui a facilité l'identification ultérieure de ce même dessin, même dans une forme dégradée. Donc c'est ce qu'on appelle l'amorçage perceptif. Mais il existe aussi d'autres formes d'amorçage, aussi l'amorçage sémantique, que vous connaissez aussi peut-être. Alors, j'ai souvent cet exemple qui est discutable, vous allez me dire, un peu caricatural, mais qui est plutôt qui illustre très bien le phénomène. Concernant, donc, cette fois-ci, ces amorçages sémantiques, donc,
jouer le jeu pour ceux qui connaissent déjà. Quelle est la couleur du panneau? Blanc, merci. Quelle est la couleur de l'écran? Quelle est la couleur, cette fois-ci, du téléphone? De l'autre panneau, ici? Du mur? Et qu'est-ce qu'elle boit, la vache? Elle boit du lait. En fait, le fait d'avoir montré le blanc, d'avoir activé finalement dans votre réseau de connaissances tous les attributs et les concepts qui pourraient être liés au blanc, et en plus la façon dont j'ai formulé ma phrase qui est « qu'est-ce qu'elle boit la vache ?» cette préactivation vous a fait en fait activer assez vite le lait, alors que vous savez très bien qu'elle ne boit pas de lait. Donc ce qui me permet du coup d'introduire le concept donc de mémoire sémantique. Alors cette mémoire sémantique, elle peut s'exprimer de manière automatique, implicite, comme on vient le faire. Elle peut s'exprimer aussi de manière plus consciente, explicite, si je vous demande, si je vous pose des questions sur la culture, sur des connaissances que vous avez sur vous-même, vous allez rechercher en mémoire ces différentes informations et de manière consciente. Donc cette mémoire sémantique, elle va comprendre des connaissances générales sur le monde, des connaissances culturelles, autobiographiques, lexicales, etc. Et elle est associée à la capacité de manipuler des représentations mentales en dehors de la présence de ces objets. Pour me dire que Paris est la capitale de la France, vous n'avez pas besoin de voir Paris. C'est un exemple. Là encore, un des modèles les plus connus de connaissances sémantiques, c'est le modèle de Collins et Killian. Vous voyez, 69, ce qui date un peu. Et dans ce modèle, vous avez des catégories que vous avez ici, et puis donc de catégories avec différents attributs. Donc le canari, par exemple, il est petit, il chante, il jaune, etc. Et donc tout à l'heure, j'ai activé finalement des connaissances au sein de ce réseau. Mais pour faire le lien entre cet exemplaire, le canari, et puis les différents attributs, eh bien là encore, d'autres systèmes de mémoire vont intervenir. Et c'est ce qu'on a finalement travaillé dans le syndrome amnésique, donc chez des enfants qui avaient une amnésie qui était importante. On a proposé un nouveau vocabulaire, donc par exemple, ce n'était pas ce vocabulaire-là, mais là je reprends canari. Et puis on y a attribué, c'est le cas de le dire, des propriétés, des attributs particuliers. Et ce qu'on a pu voir, c'est effectivement l'étiquette lexicale n'est pas mémorisée de la même manière que les propriétés sémantiques. Ce canari, si je l'avais appelé ignelu, ça aurait pu être la même chose. Donc on a travaillé plutôt sur les propriétés de surface, phonologiques, pour apprendre le mot. Et puis après, on a travaillé sur le lien. Et vous voyez qu'on l'entend beaucoup, hein, ce lien. Associer les informations entre elles, associer les processus. On entend beaucoup ce terme associatif. Et donc le lien entre ce concept de canari et puis les différentes propriétés. Donc en travaillant sur le lien entre les propriétés qui étaient déjà en mémoire et puis cette nouvelle étiquette, finalement canari, d'un nom propre, est devenu un nom commun. Et ce travail, en fait, il a été fait, cette association, elle a été faite grâce à la mémoire de travail, à la mémoire dite épisodique. Donc oui, d'accord, j'ai vu tu m'as montré ce mot hier, ce vocabulaire, on a travaillé avec qui, quand, comment, etc. Et en multipliant, là encore, les épisodes d'encodage, eh bien, on a créé cette nouvelle connaissance et créé ce lien entre l'étiquette lexicale et les attributs spécifiques. Et puis enfin, en fait, on a ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Et je ferai le lien entre ces différentes formes de mémoire. Cette mémoire épisodique, en fait, c'est la mémoire de nos souvenirs. Donc, finalement, quand on parle de mémoire, la plupart du temps, ça renvoie à ça, cette mémoire épisodique. Oh là là, j'ai plus de mémoire, je ne sais pas ce que j'ai fait, où j'ai posé mes clés hier matin, etc., etc.
Donc, où j'ai mis ma voiture. Alors après, il y a d'autres processus. Hein. Évidemment, vous savez bien maintenant qu'il y a où j'ai garé ma voiture sur le parking, il y a le visio-spatial, il y a l'attention, il y a pas mal de processus. Mais ça renvoie quand même à un épisode particulier que j'ai oublié. Donc cette mémoire épisodique, en fait, elle comprend tous les événements que j'ai vécus personnellement, situés dans le temps, dans l'espace, qui, quoi, où, comment. Donc, une forme de mémoire très complexe, très élaborée, et qui se met en place finalement le plus tard chez l'enfant, et en lien d'autant plus avec la mémoire de travail. Alors, quand on va former un souvenir selon ce modèle, eh bien, on va d'abord encoder les propriétés perceptives de mon souvenir. Je vais y mettre du sens. Pour faire un souvenir d'aujourd'hui, il faut que je sache ce qu'est une salle, des chaises, des orateurs, etc. Donc j'y mets du sens. Et puis enfin, je vais créer ce souvenir multimodal. Et lorsque on me demandera de rappeler cet événement, eh bien, je ferai un voyage mental dans le temps et je vais rappeler le maximum de choses comme si je revivais. Alors ce voyage mental dans le temps, c'est ce qu'on appelle, c'est très lié à ce qu'on appelle la conscience autonoétique. Cette conscience de nous qui nous permet de voyager mentalement dans le temps et de dire aujourd'hui c'est moi, mais c'était moi aussi hier, puis c'était moi aussi il y a 10 ans, même si j'ai changé. Et ce sera moi encore dans 10 ans. Et donc, cette conscience, elle peut être aussi affectée dans certaines pathologies, suite à un trauma par exemple, qui cristallise finalement l'événement. Donc cette conscience autonoétique, elle nous permet de voyager mentalement dans le temps. Et donc ce modèle, il a en fait comme propriété ou comme intérêt de se baser sur des données ontogénétiques, développementales. Et les mémoires perceptives se mettraient en place avant la mémoire sémantique et enfin la mémoire épisodique. Et c'est ce qu'on va voir juste en quelques mots ici. La mémoire des épisodes, elle apparaît finalement très tôt lorsqu'on va la traquer avec des paradigmes expérimentaux appropriés. Donc dès les premiers mois de vie, vous voyez ici, à 7 mois, on voit que les bébés, finalement, reconnaissent des événements qu'ils ont vécus une seule fois. Et puis, elle va continuer donc à se développer. Donc, la reproduction d'actions, par exemple, dès 9 mois, manipulation de jouets. Et puis, elle va continuer à se développer. Et puis, autour de 2-4 ans, entre 2 et 4 ans, les enfants vont avoir une espèce de forme primaire de mémoire épisodique. Ils vont être capables de rappeler des épisodes, mais pas avec toute la richesse qu'on est capable, nous, d'y apporter. Et notamment l'intégrer dans une chronologie spécifique. Donc, parfois même, c'est assez déconcertant. On a en fait des épisodes très précis à la question de tout à l'heure de Natacha qui était oui, mais qu'est-ce que tu as mangé ou plutôt qu'est-ce que tu as fait à l'école? Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Eh bien, si on guide l'enfant, et là on parlera de verbalisation tout à l'heure, si on guide l'enfant, on peut avoir parfois un souvenir extrêmement précis. J'étais à côté de Paul, on a fait un dessin, il m'a piqué mon crayon, etc. Mais oui, mais c'était avant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est compliqué. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore compliqué. Mais si on fournit à l'enfant aussi le contexte d'encodage, on peut aussi accéder à des souvenirs qui peuvent être précis. Mais il aura du mal à fournir lui-même ce contexte. Et puis, la mémoire des épisodes va continuer à se développer pour émerger véritablement autour de 5-6 ans. Donc là, on va pouvoir parler de mémoire épisodique. Avec le qui, le quoi, le comment, les perceptions, les sensations, etc. Dernière chose par rapport à ça, et puis après je vais passer aux facteurs qui interviennent dans le fonctionnement de cette mémoire épisodique. Ça me paraît important quand même de parler de conscience de soi.
C'est-à-dire que très tôt, vous voyez, autour de 2 ans, l'enfant est capable de, enfin très tôt, de se reconnaître dans un miroir. Avant, il va considérer que c'est quelqu'un d'autre. Et puis, donc il se reconnaît dans un miroir, ça ne veut pas dire qu'il est capable de voyager dans le temps. Et puis il y a d'autres expériences qui montrent que, eh ben, à cette reconnaissance dans le miroir, on peut ajouter maintenant une petite dimension temporelle. Et Povinelli a fait vraiment une expérience intéressante. Il a filmé donc des enfants en interaction avec un expérimentateur. Quelqu'un est passé, a mis une petite marque sur l'épaule, et après il a montré le film aux enfants. Et effectivement, il faut attendre autour de 4-6 ans, enfin 4-5 ans, pour que l'enfant, quand il regarde le film, fasse le lien entre ce qu'il voit et ce qu'il est maintenant, et qu'il enlève spontanément cette petite marque qui est sur son épaule. Donc vous voyez, il fait le lien entre maintenant et puis tout à l'heure, quand il était en interaction avec l'adulte. Donc il voyage dans le temps. Mais il voyage dans le temps, vous voyez, c'est pas avant 4 ans. Donc cette conscience, elle est vraiment importante. Alors ça, du coup, je vais passer. Cette mémoire épisodique, avant de parler de la suite, en fait, cette mémoire épisodique, elle va continuer à se développer avec la maîtrise du temps, avec la maîtrise de l'espace, avec la mémoire de travail. Elle va continuer à se développer jusqu'à la fin de l'adolescence. Et puis, en lien avec cette mémoire épisodique, eh bien, il y a une autre conception, on va dire. On parle de mémoire prospective, une conception finalement qui est assez théorique. C'est-à-dire que ce n'est pas une forme de mémoire en tant que telle, mais c'est une mémoire qui va impliquer déjà cette mémoire épisodique, mémoire de travail, etc. Je ne sais pas si vous connaissez cette forme de mémoire, la mémoire prospective. C'est la mémoire finalement des actions qu'on doit réaliser dans le futur, qu'il faut en fait maintenir en mémoire justement pour la réaliser un peu plus tard. C'est la mémoire que vous mobilisez lorsque vous vous dites « bon ben ce soir en sortant du boulot, il faut que j'aille chercher du pain ». Et souvent, on oublie, parce qu'on ne le fait pas régulièrement, etc. Et cette mémoire, ben, les enfants la mobilisent aussi au quotidien, de ne pas oublier aussi ses cahiers, etc., dans son cartable, pas oublier de faire différentes activités à un moment donné. Alors cette mémoire, elle implique de former l'intention, je dois aller chercher du pain, il faut que je me souvienne, donc si je décide d'aller chercher du pain, en arrivant au travail, il faut que je m'en souvienne jusqu'à ce soir. Donc, je me souviens de ce que je dois faire, l'activité. Et puis, je dois aussi me souvenir de... pardon. Oui, je dois me souvenir donc, de l'activité et je dois me souvenir aussi du moment auquel je dois réaliser cette activité. Donc, en fait, il y a un shift à faire. Et donc, il y a deux types de mémoire. Il y a, quand je sors du travail, je dois aller, donc, je dois acheter du pain. Donc, dès que je passe devant la boulangerie, là, je me dis, ah oui, alors là, il faut absolument que j'aille acheter du pain. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas que j'oublie d'ici 1 heure, 1 heure ou 2 heures, d'aller voir mon collègue pour lui demander, avant qu'il parte, je sais pas, un courrier par exemple. Donc il y a 2 types de mémoire. Il y a une mémoire qui va faire intervenir des indices extérieurs et puis il y a une mémoire qui va faire intervenir plutôt une durée. Donc vous avez ici, puisque j'ai un peu anticipé, donc basé sur un indice et basé donc cette fois-ci sur le contrôle du temps. Et après, autre difficulté, à la fin de la journée, une fois que j'ai acheté du pain, il faut que je supprime cette intention en mémoire. Et donc, c'est une étape qui est importante parce qu'autrement, je vais répéter l'action. Et donc, c'est toute l'importance, en fait, et au-delà de ça, de cette mémoire pour l'autonomie.
Alors classiquement, hein, dans le vieillissement normal, on prend l'exemple de prendre des médicaments par exemple, et si vous prenez 10 fois le même médicament, ça va quand même poser un problème. Mais chez l'enfant, c'est le même problème. Il faut que l'enfant maintienne et supprime donc l'activité qu'il a à réaliser. Donc cette mémoire prospective, vous voyez qu'elle peut être plus automatique lorsque, par exemple, on va lire un livre, on met un gâteau dans le four et puis on se met à lire un livre et puis dès que ça sonne, on se dit « Ah bah tiens, oui, mon gâteau, je vais le chercher ». Donc là, lire un livre, ça ne va pas créer beaucoup d'interférences. Mais un enfant qui est en classe, si vous lui dites, voilà, à la fin de la matinée, il va falloir que tu fasses telle activité, et qu'entre les deux, il y a tout un tas de choses qui viennent interférer, eh bien là, ça va être beaucoup plus coûteux, et on se retrouve dans le contexte dont on parlait ce matin, qui est de mobiliser des processus plus contrôlés, intentionnels, et qui sont plus coûteux pour l'enfant. Alors pour terminer, quels sont les facteurs qui vont avoir un impact sur, le fonctionnement de la mémoire épisodique? La verbalisation. On sait que le développement de la mémoire épisodique, elle est très liée au langage et le fait d'interagir et de verbaliser. Le fait d'associer, on en a parlé. Le fait de connaître les informations, donc mobiliser sa mémoire sémantique sur l'événement, anticiper, imaginer. Le fait d'agir, effectivement, l'action va améliorer aussi la mémorisation. L'émotion, on en a parlé. Donner du sens, donc la profondeur de l'encodage, donc l'ancrer dans les connaissances existantes. L'adéquation, on en a parlé. L'intérêt que l'enfant peut porter pour l'épisode, donc et puis le rapport à lui-même. Donc, on sait que la mémorisation est améliorée lorsque on traite des informations par rapport à soi. Et puis l'idée qu'un souvenir, en fait, un souvenir, c'est une reconstruction. C'est jamais un copier-coller à l'identique de l'épisode. C'est une reconstruction qui implique du coup toute la subjectivité, l'état émotionnel du moment. Et donc finalement, un faux souvenir, dans une proportion raisonnable, c'est un phénomène tout à fait normal. Et encore plus chez l'enfant, puisque avant 5 ans, il va avoir du mal à recontextualiser. Qui me l'a dit, je l'ai entendu, je l'ai lu. Donc là, ça renvoie aussi à la question du témoignage. J'ai une autre diapo avec les autres préconisations, si j'ai... Alors, les autres facteurs qui interviennent aussi, cette fois-ci, non plus sur la mémoire épisodique, donc la création d'un souvenir, d'un épisode, mais la création de connaissances, eh bien, vous connaissez, enfin, vous le savez, et on en a reparlé aussi ce matin, la question de la répétition, la fréquence d'exposition. Le fait aussi de rappeler, vous savez, cette boucle encodage, récupération. Donc le fait de rappeler l'information va être aussi important puisque ça consolide du coup cette information, cette connaissance sous différentes formes, des quiz, des schémas. Et donc certains travaux tels que celui de Agarwal ici montrent que chez des étudiants, le fait de leur proposer ces récupérations régulières réduit l'anxiété, et l'anxiété par rapport aux examens, parce qu'ils sont habitués à ces conditions de récupération. Chez les enfants, eh bien, cette pratique du rappel est aussi intéressante. Et on a montré que même chez des enfants de 2 ans et demi à 5 ans, eh bien, ce rappel était efficace, voire même, vous voyez dans cette étude, plus efficace qu'une récompense ici. Donc vous avez cet effet du rappel et qui a été répliqué dans d'autres travaux. Et puis enfin, espacer les récupérations. Alors tout le monde, et vous les premiers, vous connaissez l'apprentissage massé versus l'apprentissage distribué. Et donc effectivement,
l'espacement des récupérations est plutôt positive. Et le fait de rappeler, ça permet aussi de modifier mes stratégies sur ce qui reste à apprendre, c'est-à-dire que j'ai été capable de mémoriser telles informations, mais je bloque encore sur telle autre. Donc, faut peut-être que je modifie un peu mes stratégies et que je m'adapte. Et puis, l'acquisition de connaissances, ça implique aussi l'utilisation de stratégies internes, comme l'image mentale, mais externes aussi, les supports. Les supports sont là, et puis on dit toujours en neuropsychologie, donc dans la pathologie, les supports externes ne sont pas utilisés en dernier recours, mais au contraire, ils accompagnent la mémorisation. Dissocier l'étiquette lexicale, je vous en ai parlé. Structurer l'information, organiser l'information, mais tout ça, ça renvoie en fait à ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, l'idée de rendre l'enfant acteur, et pas forcément, et on l'a vu en fait chez les tout petits, pas forcément d'emblée. Le fait d'être observateur puis acteur peut être parfois plus efficace. Limiter les informations inutiles, le fait d'associer aux connaissances, je vous en ai déjà parlé, et puis susciter de la motivation, de l'intérêt. On a parlé de l'émotion. Se poser des questions, ça on pourra peut-être en parler si vous le voulez. C'est pas toujours efficace, et notamment poser des questions après sur un contenu, une même modalité, par exemple verbal, peut même créer de l'interférence. Et le but de toutes ces stratégies, finalement, c'est de favoriser la manipulation, favoriser la profondeur de l'encodage, la consolidation. On a parlé de transfert, donc réinvestir aussi dans d'autres domaines, et puis la généralisation. Donc je vous ai mis en fait tous ces facteurs ou toutes ces stratégies, donc c'est vrai que il y en a beaucoup. Ce sont en fait des stratégies qu'on a pu observer, efficaces en tout cas, dans différentes pathologies, et pouvoir s'en emparer après dans le fonctionnement normal, un peu à la carte en fonction des disciplines, de l'âge de l'enfant que vous avez en face de vous. Et je vous remercie pour votre attention. Oui, je pense que vous venez de parler de l'influence de l'émotion dans l'apprentissage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus? Alors, l'émotion, en fait, ça fait de nombreuses années qu'on connaît les effets bénéfiques de l'émotion sur la mémorisation. Ça vient donc améliorer la mémorisation. Le lien avec soi-même aussi vient améliorer la mémorisation. Maintenant, l'intensité de l'émotion peut avoir aussi des effets plutôt néfastes. En l'occurrence, là aussi, je me base toujours sur mon expérience de neuropsychologue. Dans certaines pathologies où les événements sont très intenses d'un point de vue émotionnel, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça va créer des traces soit partielles, erronées, donc ça va avoir un effet plutôt nocif. Autrement, une information qui est mémorisée dans un contexte émotionnel est mieux mémorisée, et même, là aussi dans la pathologie, en congruence avec son propre état émotionnel du moment, est mieux mémorisée. Il y a des travaux, par exemple, dans la dépression, qui montrent que les informations négatives, en congruence avec son propre état, seront mieux mémorisées. Donc il y a aussi cette perspective-là, c'est-à-dire qu'un enfant, il est extrêmement, en même temps fragile, et puis affecté par ce que je vous disais d'emblée, l'environnement, et puis ses préoccupations du moment. Et donc on peut imaginer que selon l'état émotionnel de cet enfant à un moment donné, il soit plus réceptif à tel type ou tel type d'information, au-delà les capacités attentionnelles qu'il pourra mobiliser aussi.
Alors, une autre question. Pardon. Étant donné la pluralité de facteurs que vous évoquez, ce que je me demande, c'est s'ils doivent être tous présents au même moment. Parce qu'en fait, vous parlez de recherche sur des patients qui sont différents, probablement, et sur lesquels chez l'un on détecte ça, chez l'autre on détecte ça. La somme, c'est quand même énorme, hein, comme conseil à prendre en considération. Et je me demande si, pour vous, dans l'enseignement, on doit viser un peu tout ça en même temps. Ça risque d'être un peu massif. Vous voyez, les émotions, c'est peut-être à un moment donné, et puis à un autre moment, autre chose. Donc, moi, je me perds un peu dans la temporalité par rapport au processus d'enseignement et d'apprentissage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vu la diversité de ce que vous nous dites. Oui. En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que la mémoire, elle est influencée par tout un tas de facteurs. Et si un enfant est peut-être en difficulté à un moment donné, je ne parle pas de pathologie là, dans un milieu ordinaire, c'est aussi parce que peut-être qu'il y a un état émotionnel, une préoccupation à un moment donné qui fait que, voilà. Donc, c'est par rapport à ces différents facteurs, le sommeil, c'est la même chose, de préserver le sommeil, d'éviter les dettes chroniques, etc. C'est encore un autre facteur. Je ne dis pas qu'il faut transformer en un monde idéal et de pouvoir tenir compte de tous ces facteurs. Mais déjà, d'avoir conscience que chaque facteur peut avoir un impact sur le fonctionnement de la mémoire et sur les apprentissages, c'est déjà beaucoup, je pense, pour comprendre le profil des enfants. C'est cet aspect-là. Après, par rapport aux apprentissages, je me base aussi sur la pathologie pour vous dire que le travail, effectivement, mais les modèles le montrent, et vous, de manière empirique, vous le savez également, je fais finalement que mettre en mots et en théorie des constats et même des pratiques que vous pouvez déjà avoir pour la plupart. Le fait, par exemple, de renforcer l'encodage en manipulant, en rendant acteur, en rappelant l'information régulièrement sous différents formats, etc. Ça, c'est quelque chose qui dépasse le cadre de la pathologie. Après, j'ai une anecdote quand même à vous raconter, c'est qu'on a voulu faire ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire un monde idéal, et avec un enfant qui avait des grosses difficultés de mémorisation. Et on s'est dit, on va le rendre acteur, on va faire du multimodal, on va, pour généraliser, renforcer. Eh bien, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas tenu compte, ce sont ses antécédents et les stratégies qu'il avait pu mettre en place de lui-même et avec sa famille. C'est pour ça que je vous dis, c'est ça qui est compliqué, c'est que vous pouvez proposer les meilleures conditions possibles. Après, il y a des facteurs qui viennent moduler les effets de ces stratégies que vous pensez optimales. Bonjour. En fait, je me permets de rajouter quelque chose, et je crois que ce qui est important aussi, c'est que les ados n'ont souvent aucune conscience de leur mémoire et de leur processus. Et je crois que ce qui serait génial, c'est de pouvoir, dans les écoles, pouvoir expliquer au moins que différentes stratégies existent, que différentes mémoires existent, et même si ce n'est pas peut-être au rôle du prof de l'enseigner, mais rien que la prise de conscience, des petits travails de réflexion par rapport à soi-même, ça pourrait aider à débloquer pas mal de situations d'apprentissage. Enfin, justement, comme vous dites, par rapport à votre patient qui lui avait mis peut-être des mécanismes de compensation un petit peu déviants, quoi. Et donc finalement, pour moi, le plus important, c'est toutes ces stratégies-là, mais pas évidemment donner une liste, mais que juste en être conscient et pouvoir proposer des choses qui vont fonctionner, qui d'autres ne vont pas fonctionner, et puis essayer encore. Non, mais là où vous avez complètement raison, c'est que ces facteurs, il y a différentes études qui montrent l'intérêt de ces facteurs. Après, il ne faut pas proposer l'ensemble de ces facteurs dans une même condition d'apprentissage. Et puis chez l'adolescent, là aussi je rebondis sur ce que vous dites, c'est que l'adolescent a des compétences pour commencer véritablement à réfléchir sur ses propres stratégies et commencer à adapter aussi ses stratégies en fonction de l'objectif. Et donc de pouvoir expliciter les stratégies avec lui, ça va aussi lui permettre d'évoluer dans ses capacités de mémorisation.
On ne va pas apprendre de la même manière des contenus, je sais pas moi, de géographie et puis une langue étrangère, par exemple. Merci. D'autres questions ? Ma question tourne autour de la mémorisation et des troubles de l'attachement chez les enfants, que notamment je prends en charge. Et ma question est, quelle concordance y a-t-il entre les troubles de l'attachement et la mémorisation chez ces enfants-là, chez ces adolescents même? Alors, on a montré, alors il y a quelques études sur le sujet qui montrent effectivement qu'on peut avoir des difficultés de mémorisation. Alors, il y a la question des fonctions exécutives, la mémoire de travail dont je parlais, qui sont centrales quand même dans les apprentissages. Et puis au-delà de ça, il y a la question aussi de la mémoire des souvenirs qui peut être impactée. Et notamment, il y a certaines régions, je pense à l'hippocampe, dont je vous ai parlé, là encore, à prendre avec beaucoup de précautions, mais il y a de plus en plus d'études longitudinales qui en fait évaluent le développement de l'enfant pendant une vingtaine d'années avec différentes mesures, et certaines montrent effectivement que l'attachement va avoir un impact aussi sur le développement de certaines structures cérébrales, comme l'hippocampe, en lien avec la formation de nos souvenirs. Donc après, il y a un lien sur la mémoire, et je pense qu'effectivement les connaissances vont pas mal évoluer dans ce domaine-là. Alors une dernière question avant la pause. Qui en profite? Pas de questions? Bon, bah alors je vais en profiter alors. Une question peut-être, te demander de revenir sur certains, en tout cas, certains travaux qui concernent l'impact du sommeil sur la mémoire, justement. Très brièvement, évidemment. Alors, le sommeil, c'est quelque chose d'important, évidemment. Et le sommeil, finalement, c'est Philippe Peigneux qui dit qu'à chaque fois, on rejoue, finalement, l'apprentissage qu'on a pu réaliser dans la journée. Et donc ce sommeil, il vient consolider en mémoire, consolider nos souvenirs, consolider nos apprentissages procéduraux, les connaissances qu'on peut être en train de former. Et donc, et notamment, ces différentes parties du sommeil, sommeil paradoxal, sommeil lent, etc. Donc le sommeil est extrêmement important. Et une dette chronique de sommeil va avoir un effet direct sur la mémoire. Direct sur la mémoire de travail et aussi sur la mémoire à long terme. Et donc sur la formation même de nos connaissances. Le fait donc d'être aussi moins attentif, mobiliser moins de ressources, aura un impact sur les apprentissages. Et donc il y a même des études, mais là aussi ça reste à confirmer, qui montrent que les siestes peuvent être un moyen de compenser parfois les nuits qui sont un peu plus courtes et qui permettent finalement de renverser un peu cette balance. Donc chez les plus petits, moi je pense qu'il faut vraiment préserver cet épisode de sieste. Oui, je trouve que le sommeil, en fait, c'est assez important pour tout enseignant, parce que donc, chez les plus petits, donc, ça concerne les enseignants du préscolaire, mais alors chez les enseignants du secondaire aussi, où on sait que le sommeil est bien souvent mis un peu de côté au détriment de jeux vidéo, au détriment de plein d'autres occupations chez les adolescents. Et dont on sait aujourd'hui que le sommeil est pourtant très important dans la consolidation des apprentissages. La consolidation et puis le recrutement des régions qui sont impliquées dans la formation même et le rappel de nos souvenirs. Donc toutes les étapes finalement sont impactées.